Évacuation de la majeure partie de la population de Goma ce jeudi 27 mai. Le gouverneur de Goma, Constant Dima, qu'Environews a joint au téléphone, est clair. Nous sommes en plein exercice déjà, nous sommes en pleine évacuation. Cette évacuation a été décidée notamment à cause de la circulation de la lave sous le sol dans plusieurs quartiers de Goma, d'après différentes sources. La circulation de lave est à la base des tremblements de terre intempestifs aigus et à fréquence régulière que connaît la ville de Goma depuis l'éruption volcanique du samedi 22 mai dernier. Ces tremblements causent des dégâts énormes à Goma, comme dans certaines villes du Rwanda, voisins directs de la RDC. Selon nos sources sur place, à certains endroits, la lave surgit dans des habitations et même dans les rues où plusieurs fissures se sont formées au sol après que l'éruption se soit arrêtée. Vu que le tremblement a causé beaucoup de fissures, la lave circule sous les sols. Par mesure de prudence, on doit quitter. La situation est mauvaise. Le volcan s'est calmé, mais les tremblements détruisent des maisons, les routes, beaucoup de choses. Goma la Belle, ville touristique, se voit coupée de toutes ses activités, car même accéder au bureau est un grand risque. On dit en duplex tour à tour. Le maire sortant de Goma, Moïsa Kinsé, est le chargé de communication du parc de Virunga, Olivier Moukissia. Nous sommes sous pression de tremblement. Et on a conseillé les gens qui habitent dans des maisons en étage, tous de descendre en bas. Mais même là où nous sommes en train de parler, nous sommes dehors du bureau, puisqu'il n'y a pas moyen de travailler à l'intérieur. On connaîtra le bilan tout de suite là, puisqu'on va entrer dans une réunion d'évaluation avec les ministres qui sont venus ici à Goma. Donc tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est une suspension des activités pendant un temps, mais ça va reprendre. Il y a Tchegera qui est opérationnel. C'est seulement la route qui est coupée au niveau des Kibat qui ne permet pas d'amener les gens visiter la région de Mikeno. Mais pour le reste, on est là, on travaille. Pour sa part, le coordonnateur de la protection civile de Goma, Joseph Makundi, estime que la situation n'est pas extrêmement alarmante. Il l'a dit à Environews ce matin. Ce qu'on a demandé à la population, c'est garder les esprits calmes. Nous ne sommes pas déjà à la phase très très alarmante. C'est fait d'une manière préventive pour que nous puissions nous rassurer, nous, en tant que gouvernement, que la population est à l'abri de la menace. Nous disons à la population de ne pas reconstruire sur la lave, nouvelle lave qui a coulé hier. Et nous disons à la population de garder les jeunes dans les voies où ils sont en train de s'évacuer pour éviter une maladie installe telle que le choléra. Environews a recherché l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, sur qui la faute est rejetée. Cet établissement public aurait prévenu sur l'intense activité des volcans Nyiragongo et Nyamulagira. La correspondance de son directeur général, le Dr Adalbert Mouindo Siavoulisembo, en date du 11 mai 2021, insistait sur l'urgence de la surveillance. Bien que ces prévisions aient projeté l'éruption après 2021, car la dernière éruption a eu lieu en 2002, l'OVG était-il resté vigilant pour surveiller les mouvements du Nyiragongo? Célestin Kassereka Maïnda, directeur scientifique de l'OVG, à qui le DG a coupé la parole après ses interventions dans quelques médias, s'est réservé de tout commentaire. Je m'excuse beaucoup. Aujourd'hui, mon chef m'a interdit de parler à la radio. Donc, ça, ce sont les affaires de gestion de catastrophes, de tout ça. L'OVG, c'est tout service technique. On s'occupe seulement des observations des catastrophes. Quand il s'agit d'autres choses, ça ne nous concerne pas. Donc, excusez-moi, aujourd'hui, je ne réponds pas aux médias, parce qu'il y a la population qui est en train d'évacuer. D'après d'autres sources sur place à Goma, l'odeur de soufre créée par la lave a déjà fait des victimes. Chose étonnante, certaines personnes ont réchauffé leur nourriture sur la lave dimanche matin, après que l'éruption se soit arrêtée autour de 4 heures du matin. Quel danger représente le soufre ou autre matière chimique que produit la lave sur l'organisme? Le soufre a plusieurs conséquences sur le corps humain. Donc, premièrement, c'est que
c'est une substance toxique. Quand le soufre est inhalé, il passe par le voie respiratoire, le soufre arrive à être transformé par le vapeur d'eau au niveau de voie respiratoire et donne des précipités de sulfite et de sulfate qui sont métabolisés par le foie et ensuite éliminés par le voie rénale. Et de ce fait entraîne un édème respiratoire et une altération de la muqueuse, d'où des difficultés respiratoires qui en résultent. On les reconnaît aussi sur la grossesse, de malformations qui peuvent arriver souvent. La situation de Goma est quand même grave. Cela devrait interpeller tout un chacun à son niveau pour apporter un plus en vue d'épargner des vies. Que fait la société civile dans ce sens? Edgar Matesso, le premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, a répondu. Pour aider la population, d'ailleurs, les organisations ont commencé. On est en train de demander aux gens de ne pas se livrer à n'importe quel message. C'est plutôt d'être à l'écoute des messages que livrent les autorités. Et les médias ont commencé déjà à relayer les messages du gouverneur militaire qui est déjà sur place et qui est actif dans ce sens-là. Et nous voudrions que les gens ne se fient qu'à ces messages parce que c'est le seul qui soit à mesure de pouvoir orienter les gens. Mais il y a certains qui se découragent parce que au début de l'éruption, l'OVG n'a pas été à mesure de donner des orientations précises. Mais nous leur démontrons que si on peut se tromper une fois, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on se trompera toujours. C'est le message des autorités provinciales qui devra être le message qui oriente la population. Que deviennent ces enfants séparés de leur famille la nuit de l'éruption? Comment vivront désormais ces habitants de Goma qui quittent leur domicile afin d'éviter le pire que pourrait causer la lave en mouvement dans le sous-sol? Tous nos efforts pour joindre le responsable de l'UNICEF ainsi que le chef de la délégation de ministres venus de Kinshasa ont été vains. C'est dans les buts de sensibiliser les mondes scientifiques et le grand public du constat inquiétant de 20 000 espèces de plantes et animaux en danger de disparition imminente chaque année que Yali, RDC et l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale ont organisé une conférence ce jeudi 27 mai à Kinshasa. Il était question pour ces panélistes de sensibiliser les jeunes leaders communautaires sur la situation alarmante de la biodiversité animale et végétale dans le monde, ainsi que sur la nécessité de l'urgence d'agir au niveau local pour réduire sensiblement ces risques dont les conséquences seront irréversibles et dangereuses. Je pense que tout jeune Congolais que nous soyons, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de dénoncer les crimes liés à l'environnement parce qu'il s'agit bien de notre avenir. La biodiversité, l'environnement sain, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Donc nous avons la responsabilité d'agir quand nous sommes en face de pratiques délétères, quand nous sommes en face de crimes contre l'environnement. Les produits et services rendus par la biodiversité contribuent de manière significative au bien-être de la population congolaise. La vaste majorité de la population congolaise en dépend pour sa survie quotidienne, d'où la nécessité d'impliquer suffisamment les Congolais dans cette lutte. La jeunesse a une force vive. D'abord de convaincre d'autres couches de population. Il faut sensibiliser cette population de l'importance de garder jalousement ou de préserver jalousement cette espèce faunique qui nous donne une valeur au niveau de notre pays en RDC. En République démocratique du Congo, l'article 36 de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement clarifie certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles ainsi que de la diversité biologique des écosystèmes, des sites et monuments situés sur le territoire national. Des règles
qui doivent être respectées afin de sanctionner les réseaux des trafiquants dans et en dehors du pays. Nous avons une forte pression qui est exercée sur la faune parce qu'il y a encore demande à travers le monde de produits provenant des espèces d'animaux sauvages. Et c'est ce qui continue à perpétuer le fait que les animaux doivent être chassés, mutilés et puis leur partie du corps envoyée à l'étranger pour l'argent. La République démocratique du Congo est comptée parmi les pays du monde qualifiés de méga-biodiversité. Cette situation est liée aussi bien par l'immensité de son territoire que par la variété des conditions physiques et climatiques influant sur la richesse biologique. L'énergie reste un pilier fondamental du développement économique, politique et social. Elle demeure toutefois l'un des principaux défis auxquels la RDC, comme tout autre pays du continent africain, est confrontée. En effet, la majorité se heurte à un manque important d'accès à l'énergie. Les habitants de différentes villes congolaises n'ont toujours pas un accès convenable à l'électricité et l'État est souvent pointé du doigt. Les spécialistes en énergie soulignent l'importance de la prise de conscience des autorités afin de penser aux revenus que peut apporter ces secteurs dans les pays. Les initiatives ne manquent pas. Les projets fleurissent dans les pays. Du projet du barrage hydroélectrique Inga 3 sur le fleuve Congo en République démocratique du Congo qui devrait permettre la production de 4500 MW aux initiatives de production d'énergie solaire par les privés, les retards peinent pourtant à être comblés. La population et les entreprises congolaises pâtissent de ces déficits énergétiques. Avec les pics de température qui peuvent atteindre jusqu'à plus de 40 degrés Celsius, les pays ne pourront pas se limiter à un statut de simple consommateur. Certains pays comme le Mozambique se sont engagés dans le gaz naturel avec l'immense projet piloté par le groupe Total. Depuis 2010, le groupe français y a fait des investissements importants après la découverte de quantités considérables de gaz naturel dans les bassins de Rovuma au large de Mozambique. On estime la découverte à près de 2 milliards de mètres cubes de barils de gaz naturel, ce qui équivaut à 12 milliards de barils de pétrole. Ces projets représentent une source d'espoir pour certains experts en énergie sur le continent. Le projet est actuellement suspendu pour des raisons de sécurité, plus précisément les attaques djihadistes dans la région, mais pour Total, ces projets restent possibles et le groupe espère reprendre les travaux plus tard en 2023. Il est temps que la République démocratique du Congo ouvre la voie à travers le micro-projet dans les énergies renouvelables et hydrauliques afin de déclencher le développement du pays. Le directeur national des WWF RDC, Martin Kabaloapa, a exhorté les gouvernements congolais à fournir davantage d'efforts pour préserver sa biodiversité. Selon ses représentants pays des WWF, la RDC représente un potentiel économique énorme au regard de sa valeur en biodiversité. La situation actuelle peut sembler assez sombre. Cependant, nous avons les capacités de renverser la tendance et de créer les conditions permettant aux humains et à la nature de prospérer ensemble. Martin Kabaloapa invite les différentes structures, l'État et la population du pays à contribuer considérablement à la protection de la biodiversité congolaise. Il les invite à renoncer aux activités qui menacent l'équilibre de la biodiversité. Nous vivons dans un monde interconnecté où il est quasiment impossible d'isoler les impacts des actions des uns et des autres. L'État doit pouvoir donner la place qui lui revient à la biodiversité car elle est un élément clé des objectifs de développement durable et ce, avec le soutien et l'appui des partenaires. Et cet appui, il peut être technique, il peut être financier. Et donc, et le WWF, et le gouvernement, et la société civile environnementale, nous travaillons la main dans la main pour la préservation de la biodiversité. Notons par ailleurs que la biodiversité procure à l'humanité les aliments, fibres, eau, énergie, médicaments et de nombreux autres bienfaits dont l'homme a besoin pour sa survie et son développement. Les hommes oublient souvent l'incroyable travail.